autour de cette diaspora. Le monde est dynamique, les peuples sont dynamiques dans le sens migratoire. On ne peut pas arrêter ça. Que ce soit dans des pays développés ou qui ne sont pas développés, les gens seront toujours en train de partir. Et pour moi, je vois le revers de la médaille. D'abord, je vais revenir entre guillemets sur la question de la double nationalité. Vous savez, la nationalité est inaliénable. Pourquoi? Parce que je ne sens pas les Africains ayant une culture, une conscience assez élevée pour pouvoir gérer la question de la double nationalité. Pourquoi? Parce que nous avons vu, par exemple, comme vous imaginez quelqu'un qui a une double nationalité, qui vient ici, qui a des repos, qui déchire le drapeau et qui va revenir, qui va faire ceci. Nous avons vu des gens avec la double nationalité. Dès lors qu'il arrive, il dit qu'il n'est plus camerounais, il est français. Oui. Ça, on ne peut pas blaguer avec la nationalité au nom des intérêts économiques, non. La nationalité, c'est notre identité. Elle est inaliénable, elle est immuable, elle ne peut être galvaudée à cause de quelques des intelligentsia. Non. Nous sommes reconnaissants du fait que ces gens représentent la fierté du Cameroun. Mais pour autant, regardez, dans d'autres pays comme par exemple en Iran, l'un des problèmes majeurs de l'Iran, c'est que ceux qui vont, quand ils reviennnent, ils perdent cette substance patriotique et ils peuvent trahir les secrets, les choses de la nation. Nous avons vu des Camerounais opérer de la sorte. C'est pour cela qu'il est question, lorsqu'il s'agit d'interroger, de questionner les mécanismes juridiques pour pouvoir apporter une réflexion dans ce sens-là, il faut rassembler tous les paramètres. Il faut rassembler tous les paramètres. On ne peut pas décider du jour au lendemain parce qu'on a une diaspora qui brille de prendre des nationalités et de la double nationalité. On risque de nous retrouver un jour avec des problèmes diplomatiques. C'est-à-dire, nous, quelqu'un vient, il prend un poste ici, lorsqu'on va le poursuivre, il sort le passeport, la nationalité américaine et autres. Non, il n'y a pas encore assez de maturité en Afrique en général et particulièrement au Cameroun, puisque nous avons vu. On a eu des cas. On a eu des cas. On a eu des cas. Qu'on ne cite pas, on a eu des cas. Des artistes d'origine camerounaise et même des acteurs politiques. Des acteurs politiques voilà. Qui ont posé des actes. Dès lors qu'ils ont brandi la nationalité. Ils sont partis, ils ont commencé à crier là-bas. Je dis la nationalité est inaliénable. C'est notre identité, elle est notre propriété, c'est notre essence, même je dirais même, notre essence divine. On ne galvaude pas ça au nom de quelques intérêts que ce soit. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire, si nous perdons cela, nous avons tout perdu. Nous allons perdre notre souveraineté, nous allons perdre nos forces, nous allons perdre même notre intelligence. Si je décide de partir, de renoncer à ma nationalité, je dois savoir que je renonce à quelque chose de précieux. Et pour que je rentre là, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Parce qu'ils sont ils ont une autre nationalité. Ils achètent le terrain, ils investissent, on ne leur pose aucune condition. Mais seulement leur restituer la nationalité avec le risque de l'infiltration que nous connaissons. C'est-à-dire dans l'intelligence économique. Quelqu'un qui a été maire en France, il se retrouve, je ne sais pas, directeur du fichier des fonctionnaires aux finances. Je ne crois pas. Il est question de protéger, il est question de souveraineté, il est question d'identité. D'accord. Et moi je pense que pour ce qui est des fuites des intelligences, tous les peuples immigrent. Tous les peuples immigrent. Il suffit simplement de savoir canaliser ces intelligences-là pour ramener le feu, comme le disait le président Olinga, comme la Chine l'a fait, comme les autres peuples l'ont fait, afin que le Cameroun seul et rien que le Cameroun puisse gagner. D'accord. Et M. Cyprien va réagir sur la question de la double nationalité ou des nationalités. Oui. Autant d'accueillir Florence Dikoumé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec l'écharpe de la fête, jour d'anniversaire, joyeux anniversaire pour votre parti politique. Bonsoir et bienvenue. Merci. Cela me va droit au cœur de réaliser que, indépendamment de ne pas être militant du ADPC, il y a des sympathisants sur le plateau. Donc, c'est la fête aujourd'hui, c'est le 41e anniversaire. Merci pour vous tous et merci pour l'accueil sympathique. Nous sommes entrés par cette porte-là. Beaucoup de Camerounais ont désormais les mandats de maire ou d'adjoint au maire du côté de la France à l'issue des municipales que vous avez suivies avec beaucoup d'attention. Est-ce que c'est les Camerounais qu'il faut célébrer aujourd'hui ou bien qu'il faut regretter? L'immigration est un phénomène international. Nous avons des gens, il y a des flux migratoires d'un pôle du monde à un autre.
Donc, ce n'est pas un fait nouveau de retrouver les Camerounais qui partent d'ici pour l'autre côté. Mais, nous avons dans notre constitution quelque chose qui nous empêche de franchir le Rubicon. Vous prenez notre nationalité, vous devenez quelqu'un d'autre, vous perdez s'il y a des chances de nationalité au niveau du Cameroun. Donc, pour un Camerounais qui décide de laisser tomber sa nationalité pour une autre, c'est un saut dans le vide. Donc, quand il s'en va, on espère qu'il sait à quoi il s'en tient. On espère aussi qu'il sait, il a des amarres sur lesquelles il pourra s'agripper de l'autre côté. Devons-nous célébrer ces Camerounais? Oui, indépendamment de ce qu'ils aient des chances de nationalité ici, par le sang, il reste des Camerounais à part entière. La seule différence que ce qui nous identifie aujourd'hui, c'est notre ADN académique. Ce qui nous identifie aujourd'hui, c'est notre ADN professionnel. Donc, vous choisissez d'être Michel Dikoumé, vous êtes fonctionnaire international, c'est un fait. Il n'y a pas de souci à cela. Mais lorsque vous choisissez de prendre notre nationalité et vous êtes déjà élu, de l'autre côté là-bas, vous n'êtes pas un élu camerounais. Vous êtes élu de cette commune-là dont vous défendez les intérêts de ce peuple là-bas. Voilà. Bon, c'est peut-être une fierté si on s'en tient, n'est-ce pas, au bon air, de savoir qu'enfin en France, il y a des Noirs qui sont maires. Bon, cela date. C'est pas un phénomène récent. Bon, si certains estiment que c'est une joie d'être maire parmi les Toubibs, tant mieux. Bon, on les accompagne dans cela. Et s'ils estiment que ce serait mieux de plutôt revenir se battre ici chez nous, pouvoir briguer des places au Sénat, à l'Assemblée nationale, tant mieux, la porte est toujours ouverte. Mais là, les célébrer, la célébration ne sera pas nationale, mais sont des célébrations familiales, des célébrations amicales, selon qu'on connaisse un tel ou un autre, selon que demain on peut poser un problème à l'un d'entre eux ou à un autre. Donc je crois que ce sera pas une mais que ça peut aussi être profitable dans le cadre du jumelage des communes. Aller trouver un frère qui sera plus sensible. Le jumelage à une commune. Le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne dans ce jumelage-là. Ça fait des années qu'on parle de ça au Cameroun. Ouais. On a jumelé des communes. Qu'est-ce que concrètement ça a apporté au Cameroun? Pas grand-chose. Parce que jusqu'à présent encore, il me souvient au dernier sommet Afrique-États-Unis, le chef de l'État demandait qu'il faut que les États africains sortent des emprunts et aillent vers les marchés financiers. Alors, est-ce qu'une commune a un marché financier? Qu'est-ce que la commune pourrait très bien apporter en Afrique? L'Afrique a faim, a soif de son développement. L'Afrique aujourd'hui a soif de sa souveraineté. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas aussi, j'ai entendu quelqu'un parler de la Chine sur le plateau, nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, nous enfermer, réfléchir par nous-mêmes, sortir de là, ainsi donc aller nouer des amitiés sous le prisme gagnant-gagnant et non attendre que comme je m'en vais faire du jumelage avec quelqu'un, voilà ce qu'il va m'apporter. Non, nous voulons aujourd'hui sortir nos pays africains de l'ornière. Nous voulons aller vers l'Occident sous le prisme gagnant-gagnant. Nous voulons y aller dans la dignité, la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, le narratif qui compte le plus, c'est cette Afrique souveraine, c'est cette Afrique qui veut aujourd'hui des contrats de souveraineté gagnant-gagnant avec l'Occident. Bon, compter sur le fait qu'un frère est déjà maire là-bas. Et puis, il y a une question aussi que je voudrais poser. Vous savez, cet Occident, nous avons tous vécu là-bas. Hein? Absolument. Il y a une autre crainte. On est maire en Occident. On a la peau noire. Le racisme n'est pas fini. Bon, quel est même l'aura? Quel est l'aura d'ailleurs que vous avez d'abord au sein de votre commune? Vous savez, la politique est capable de beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ne sont pas seulement utilisés pour la couleur, pour envoyer un message? Il y a ce qu'on appelle la carte raciale. Donc, bientôt les échéances, le président de la République peut jouer là-dessus pour s'attirer la sympathie, n'est-ce pas, de l'Afrique, où il a déjà perdu une certaine crédibilité, s'attirer la sympathie des Dom-Tom, qui sont les départements français d'outre-mer, qui s'agitent depuis un certain temps, demandent leur autonomie, et même en Nouvelle-Calédonie, ils demandent déjà leur autonomie, ils veulent se séparer, n'est-ce pas, de cette mère patrie où on évolue à 2 vitesses. Est-ce que ce ne serait pas une politique de la carte raciale qui est en train de faire son effet en implantant des Noirs de part et d'autre? Je me pose très bien des questions. On y a été. C'est une question pertinente. C'est ce qu'on a une question. Est-ce que véritablement c'est des maires de façade ou alors réellement ils le sont? Très bonne question. Alors on va équilibrer le débat sur la double nationalité. Jean de Dieu Evouna a montré les limites et les dangers de cette double nationalité-là. Aimé Cyprien Olinga est de ceux qui pensent qu'il faut qu'on y arrive, qu'on accorde cette double nationalité qui a ses bons et beaucoup de bons côtés. Tout à fait. Et moi, je crois que j'ai vu quelques maires, hein, c'est une dizaine là. Et on parle des profils. Je voudrais vous dire que lorsque vous regardez les statistiques simplement du côté de l'Allemagne, le Cameroun a au moins 2 à 3 000 médecins, seulement en Allemagne.
Ça veut dire que quand nous posons la question de la double nationalité, je l'ai dit, les Chinois ont envoyé leurs enfants aller quérir la connaissance en Occident. Ils n'ont pas perdu la nationalité. Et ils n'ont pas perdu la nationalité. Oui. Ils n'ont pas besoin d'acquérir une autre nationalité. Voilà. Mais attendez. Certains jusqu'à présent sont aux États-Unis et ils ont la nationalité américaine. Et ils investissent. Et ils sont des grands hommes d'affaires. Il y a d'ailleurs, même en France, vous voyez, il y a des quartiers entiers. Est-ce qu'ils sont chinois? Est-ce qu'ils sont français? Écoutez. Est-ce que ces Chinois sont... Ces Chinois français sont chinois? Ce que je vais dire. Chercher le feu étranger comme promoteur et qu'il nous le ramène. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez été là-bas? Est-ce que vous savez que pour franchir même un certain niveau d'études, en termes de connaissances, vous avez besoin de cette nationalité et que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas franchir un certain nombre d'étapes là-bas. Vous le savez? Comment cela? Je connais personnellement des gens qui, pour faire des études approfondies au niveau de la NASA, on leur a exigé, je connais, il y a même le fils à un ami à moi très personnel, on a exigé aux États-Unis que ce garçon prenne la nationalité américaine. Je connais également un autre du côté de la France. Ça, c'est des spécificités. Nous disons ceci, il y a certains de nos compatriotes qui, pour des raisons économiques, pour des raisons d'études, pour des raisons sportives, sont allés et ont été obligés d'avoir ces nationalités-là pour avancer. Et nous disons que l'intelligence voudrait que nous reconsidérions tous ces paramètres-là pour adapter à notre arsenal juridique de façon à faire en sorte que ces compatriotes puissent mettre ces connaissances qu'ils sont allés quérir au profit de leur pays d'origine. Et je vais vous dire, est-ce que vous avez examiné un peu la loi foncière justement concernant la nationalité pour dire que ces Camerounais qui ont d'autres nationalités, toutes les portes leur sont ouvertes. Toutes les portes ne leur sont pas ouvertes aujourd'hui dans notre pays. Il y a par exemple quoi qu'ils n'ont pas. Par exemple sur le plan foncier. Est-ce que ce n'est pas normal? Ils sont plus Camerounais. Ils sont plus Camerounais. Ils n'ont pas peur de le dire. Ils sont plus Camerounais. Ils n'ont plus les mêmes droits que le Camerounais. Président, soyons sérieux. Vous avez renoncé à Est-ce que nous pouvons... Moi je suis sérieux. Je vous ai écouté vraiment. Laissez-moi développer ce que j'ai à dire. Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure. Ce que je vais dire, c'est que en réalité le Cameroun profiterait à faire en sorte que ces enfants d'origine qui sont nés ici, qui ont eu d'autres nationalités, puissent mettre leur expertise au service de ce pays. Et ce pays en a besoin. Évidemment, nous disons que ce code de nationalité, et justement, je comprends les craintes de ceux qui pensent et qui ont, vous avez soulevé quelques cas marginaux, où on a quand même vu, malheureusement, certains de nos compatriotes qui ont commis des gaffes, et puis qui sont partis. Mais on peut encadrer tout cela, on peut encadrer juridiquement. Par exemple, au niveau l'accès à des fonctions électives, on peut justement dire, bon, si vous voulez accéder à la présidence de la République, par exemple, député, vous devez donc renoncer à notre nationalité. On peut encadrer tout ça. Mais par contre, dans des trucs en termes d'investissement et accès à la terre, justement, on peut justement faciliter tout cela à nos compatriotes. Du plan juridique, je pense qu'il y a une procédure pour retrouver sa nationalité. Tout à fait. Ça existe dans tous les pays. Voilà, ne disons pas comme si on l'a fait. C'est très difficile dans le cas actuel. Florence d'abord. Permettez que je dise au président qu'il y a 2 ans de ça, sur ce même plateau, nous étions avec un de vos collègues, et sur ce plateau, il y avait des anciens élus et des élus français, qui étaient venus ici sur invitation du président de l'Assemblée nationale. Et après ce plateau, nous nous sommes déportés au palais des congrès, nous avons été reçus par tous les ministres en charge de la jeunesse, le ministre du développement technologique, le ministre de l'habitat et du développement urbain, le ministre du développement rural. Ce jour-là, et puis le maire des communes unies du Cameroun, ce jour-là au palais des congrès, on leur a dit, avec le représentant du PAN qui était c'était le vice-président de l'Assemblée nationale, qui leur a dit, vous êtes ici, chez vous. Vous avez choisi d'aller là-bas, on ne vous a jamais chassé. Vous voulez faire des choses, ce qui est certain, c'est que vous portez déjà une autre identité. On ne va pas vous rejeter pour cela. Nous allons avec vous. Ils ont signé des accords cadres. Devant moi, j'étais ce jour au palais des congrès. Il y a plein de résolutions qui ont été prises. Mais j'ai comme l'impression aussi que quelque part, ce sont eux aujourd'hui, parce que la balle est un peu dans leur camp, ce sont eux qui traînent un peu.
Parce que ce jour-là, il y avait, quelqu'un m'a demandé un jour, ça sert à quoi? Il devait au niveau du site de Simbok, où le gouvernement leur a donné du terrain, de construire, n'est-ce pas, une maison de la diaspora. Afin que là, ce soit comme une forme de case à part là, où on débat de tous les problèmes inhérents à la diaspora. Et pour le recasement, c'est-à-dire que de tous ceux qui sont à l'extérieur et qui pensent à revenir au pays, qu'on essaie de faire cela. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu une pierre sur une autre du côté de Simbok, à côté de la douane, sans publicité aucunement. Ce jour-là, il y a eu plein de choses qui ont été dites, des accords ont été signés. Je crois que, bon, simplement, le bébé tarde à naître, mais si aujourd'hui, ils nous font état de ce qu'à nouveau, il y a d'autres qui sont encore au perchoir, après ceux qui étaient déjà là, cela veut simplement dire qu'ils ont quand même les encouragements du gouvernement, parce que ça avait été niette, je crois qu'ils ne plébisciteraient plus les places électives de ce côté-là. Donc je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais nous ne l'aurons pas. Une chose est certaine, nous sommes sur ce plateau, nous sommes tous de nationalité camerounaise. Nous sommes là, nos frères là, ne peuvent pas avoir les mêmes facilités que nous lorsque nous avons besoin de quelque chose ici. Nous ne l'aurons pas, ce qui est également juste aussi. Mais néanmoins, ils ne sont pas rejetés par le gouvernement, ils avaient été reçus, je suis un témoin oculaire. J'y avais été. D'accord, d'accord. Rapidement, Jean de Dieu. Moi, je me pose une question. Lorsqu'on donne la nationalité à un Camerounais qui est une autre nationalité, je prends la nationalité américaine, on ne lui donne pas un poste électif, on lui donne, de par son expertise, un poste, et qu'il discrète nos fonds. Qu'est-ce qu'on fait face, vous êtes interne, qu'est-ce qu'on fait face à un Américain? Mais il y a des poursuites. Il y a des poursuites. Oui, vous avez gaffé dans un pays étranger. Et on poursuit l'Américain. Oui, oui, c'est possible. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des États. Il y a des accords entre certains États, mais pas tous les États. Il y a des conventions. Il a discret l'argent en tant que Camerounais. Et subitement, lorsqu'on veut le poursuivre en tant que Camerounais, il nous dit qu'il est américain. Non, il y a des conventions. Alors, il y a eu quelques... Est-ce que sur le plan... On a des antécédents. On a l'affaire Thierry Michel à Tongana, qui est devenu un peu bien compliqué. Bien compliqué. Vous voyez là où ça a entraîné... Justement, là où ça a entraîné... Michel Thierry a quand même fait 17 ans de prison au Cameroun. Il avait déjà payé... Voilà. Justement, mais maintenant, il réclame au Cameroun parce qu'il se dit qu'il était français et je ne sais pas quoi. Il y a toujours une procédure. Il faut dire une chose. La nationalité, c'est quelque chose de souverain. Si les Américains exigent que pour être à la NASA, il faut être américain, il faut donc comprendre qu'on ne donne pas la nationalité aux gens si on n'est pas sûr. Surtout un secteur de souveraineté. Un secteur de souveraineté. Donc, il n'est pas facile de recevoir quelqu'un qui est parti, qui a atteint les hautes sphères dans un pays étranger. Nous avons l'intelligence économique qui est assez subtile de nos jours. C'est-à-dire quoi? La veille, l'infiltration, le vol de données et autres. Il est plus facile aujourd'hui de donner au nom de la double nationalité qu'on se retrouve avec quelqu'un à la présidence de la République. Non, c'est pas ce que nous disons. Tout est dans la carte. C'est pas ce que nous disons. Nous disons que tout est dans la carte. Je dis dans les services de souveraineté. Les services de souveraineté, je ne dis pas comme chef d'État. D'accord. C'est dangereux de se retrouver avec quelqu'un. Mais tout cela relève la complexité du dossier. Docteur Valepon, allez-y. Et cette institution, de temps en temps, me recontacte souvent pour des études et recherches stratégiques sur le continent ici. Oui. Je le fais. Bon, c'est vrai que c'est sans danger aucunement. C'est dans le cadre de la recherche souvent des données et puis certains paramètres dont ils ont besoin. Oui. C'est pour vous dire que lorsque vous avez été formé quelque part, vous restez quelque part le pion de cela, là où vous trouvez. Bon, je prends un cas qui est le mien, qui n'est pas du tout nocif, qui n'est pas dangereux, parce que c'est avec généralement... Selon vous. Selon vous. C'est pas dangereux parce que c'est souvent avec l'accord des autorités camerounaises. Oui. Que généralement je le fais, je vais glaner souvent des permissions, des autorisations. Mais je prends donc le cas de quelqu'un qui est ancré dans l'intelligence économique, oui, qui revient au Cameroun, qui n'est même pas dans l'administration, qui ouvre son cabinet. Il est libre d'ouvrir son cabinet, de commencer à faire ses travaux. Ce sera difficile de contrôler celui-là parce qu'on ne sait pas quels sont même déjà les appareils qu'il utilise là où il est installé, voilà, à quoi ces appareils servent effectivement. Et il est en étroite connexion, voilà, avec l'Occident, donc je vous comprends aussi, mais c'est pour vous dire que c'est des choses qu'on peut encadrer. Lorsque vous venez, il y a une surveillance assez accrue qui permettrait aussi que la DGSN, Interpol, qui sont des services d'intelligence chez nous, rentrent en droite ligne pour encadrer ce type d'individus. Stéphane, est-ce qu'on va rester longtemps hésitant face à cette question qu'on n'a toujours pas adressée profondément jusqu'à aujourd'hui?
Non, c'est une question extrêmement sensible qui dépend même, elle ne dépend pas peut-être de vous et moi, c'est de la haute volonté politique. Peut-être même que c'est le chef de l'État qui devrait... Il a déjà évoqué la question plusieurs fois. La question lui avait posée lors de son séjour à Bordeaux il y a cela quelques années. Il s'est engagé à regarder. Il n'a jamais été péremptoire sur la question. Oui. Il envisage toujours d'aborder, le moment venu, cette question extrêmement délicate. Je dirais extrêmement délicate au regard. Vous avez suivi tous les dangers qui sont donc liés au franchissement donc si vous voulez c'est pas le Rubicon. C'est pas le Rubicon, Madame Dickou, mais c'est... En fait, il faut franchir ce pas pour se développer. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je pense que s'ils sont Camerounais, il y a des engagements qu'on peut prendre. On n'est jamais... Madame, je parle sous le contrôle de Madame, qui a été à l'international. Oui. Elle s'est toujours sentie bien au Cameroun plutôt qu'à l'international. Washington a beau avoir ses belles avenues, Paris, la plus belle capitale, mais elle se sent mieux en Vokada, à Simbok, à Biemassi, dans son village, plutôt qu'à l'extérieur. Même qu'à le délestage. Ne perdez jamais de vue que nous ne partons pas toujours parce qu'on veut de gaieté de cœur. Ceux qui vont au Canada avec des conditions climatiques extrêmement rudes, ils s'en plaignent d'ailleurs tous les jours. C'est des sacrifices qu'on fait. Je pense qu'ils ont toujours à l'esprit qu'ils sont restés des Camerounais de sang. Et qu'au-delà de l'encadrement juridique, au-delà du protocole de sécurité dont il faudrait se prémunir pour contrôler ceux qui reviennent, mais je pense quand même que la fibre patriotique demeure. On ne va peut-être pas l'évoquer de manière officielle, mais je ne vois vraiment pas ce Camerounais qui entrerait en intelligence contre son pays. Et aussi, ils ne sont pas tous des... Ils ne sont pas nombreux. Oui, on peut avoir des cas. On peut avoir des cas. Ils ne sont pas besoin d'être nombreux. Qu'ils soient nombreux pour que... Est-ce que, docteur, si quelqu'un casse, il y a une ambassade, si des gens cassent, brûlent le drapeau, déchirent le passeport, nous avons, c'est des signaux très forts. C'est des Camerounais qui détournent des milliards au quotidien. Qui détournent des milliards au quotidien. Ils ne sont pas ils ne font pas jeu de je vais prendre un exemple. Je ne vais peut-être pas évoquer son nom pour des raisons de confidentialité, mais nous nous retrouverons tous sur ce plateau. Nous avons eu un Camerounais qui a été expert à la Banque mondiale, qui a travaillé régulièrement avec les missions camerounaises, qui allait travailler avec la Banque mondiale et le FMI, dans un cabinet à Washington. Il a été rappelé par le président de la République pour occuper des postes ici, comme il a été le grand argentier national, qui a eu quelques petits soucis et est reparti. Mais attendez, il a d'abord travaillé pour le compte de l'État du Cameroun, étant établi dans un cabinet à Washington. Il a apporté des facilités à des délégations camerounaises qui allaient travailler de ce côté. Je pense sous le contrôle de certains directeurs qui sont encore en poste au ministère de l'économie et au ministère des Finances. À l'époque, c'était le ministère de l'économie et des Finances. Donc cette diaspora n'est pas toujours nocive. Ce travail... Justement, on peut donc avoir des brebis galeuses. La preuve, Jean-Jacques, nous ne sommes pas que des agneaux. Je disais tantôt, on a des parfaits prédateurs, justement, qui ont plus de mal à ce pays. Justement, qui sont complètement camerounais, qui sont plus nocifs à ce pays que ces détournés qui volent, qui pillent, qui tuent et qui violent. Toujours en train de faire des parallèles. Non, pour dédouaner un domaine aussi sensible. Parce que là, c'est vraiment très sensible. Cette question, il ne faut pas toujours apporter des parallèles pour dire que les gens volent. Non, on ne peut pas intégrer le vol partout. Nous parlons là d'une question. Nous disons qu'il y a donc des Camerounais qui n'avaient jamais pris la nationalité, mais qui font plus de mal à se développer que cette diaspora que vous voulez discriminer. Non, vous connaissez le discours. Nous sommes restons sur la sensibilité. C'est pas nouveau, on connaît ce discours. Voilà, restons sur la sensibilité de la double nationalité. Il faut une intelligence hautement profonde pour questionner cette
il n'y a pas que l'aspect juridique. Il faut des mécanismes même technologiques. Non, nous avons parlé d'un protocole de sécurité. Madame Dikoumé comprend quand on parle d'Interpol, DGRE. Vous n'avez pas quand même fait revenir un ressortissant de la diaspora qui a la double nationalité pour être le directeur général à la DGRE, par exemple. Je crois qu'on s'est dit, on a tous se comprendre. Mais est-ce on peut les confier à des rôles qui permettent qu'on ait total contrôle. Nous avons même des technologies pour pouvoir contrôler, surveiller et mener l'intelligence qu'il faut à ce niveau-là. Je reste inquiet. Parce que, je le dis, je reste inquiet parce que la nationalité n'est pas quelque chose à galvauder au nom des intérêts quelconques. C'est ça même le principe de la souveraineté d'un État. Oui, d'accord, on va sortir de là. On va sortir de là. Vos inquiétudes sont légitimes, vous comprenez. Oui. Mais simplement, nous sommes désormais dans un État qui se veut moderne. Il me souvient, une fois, je suis arrivé au ministère des Relations extérieures. J'ai dit à un cadre là-bas, je ne vais pas citer le nom, un directeur, je lui ai dit, écoutez, d'où je viens, on a voulu contacter le Cameroun par rapport au e-visa. On a réalisé qu'il n'y en avait pas. Et puis, on a fait un constat, c'est que si, ça, on a des données de ci, de ça, qui ne sont pas protégées. Alors, est-ce que ce n'est pas un risque pour nous? Il nous a dit que justement, ça avait déjà été signalé, il y a la DGSN qui est en train justement de s'en occuper pour essayer de mettre ça en place et c'est ça d'encadrer la nationalité. Pourquoi? Aujourd'hui, avec le e-visa, il est difficile, parce que c'est déjà effectif. Et lorsque j'étais en Inde il y a quelques temps, il y a une délégation de la DGSN qui y était au niveau de l'ambassade pour justement installer le service. Parce que pour y aller, on passait d'abord par l'Arabie Saoudite. Maintenant, directement avec le Haut Commissariat de l'Inde ici, vous passez comme une lettre à la poste. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des mesures qui sont déjà prises. Avec le e-visa, vous ne pouvez plus transiter d'une nation vers une autre comme une lettre. Non, ça ne se passe plus. À travers le e-visa, vous avez toutes les données que vous donnez, que vous introduisez. Et eux, ils se chargent maintenant de vérifier la véracité de ces données où vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça fait que quand on réalise que tout ce que vous avez écrit n'a rien à voir avec qui vous êtes réellement, oui. Mon ami, automatiquement, vous n'y accédez pas. On est tous d'accord que la question de la double nationalité n'est pas qu'une question politique. Qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on a peur que les gens de la diaspora sont des opposants, qu'on ne veut pas accorder la double nationalité. Elle est beaucoup plus profonde et appelle justement à ce que des réflexions soient menées. Parce que le Cameroun a quand même beaucoup de choses qui pourraient gagner s'il y a une évolution positive dans le sens. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le fait d'avoir des intelligences qui brillent à l'extérieur ne signifie en rien que tous les génies camerounais partent ou cherchent à fuir. Partir reste un choix. Il y a de nombreux jeunes extrêmement talentueux qui choisissent de rester briller au Cameroun. Les Chinois qui viennent au Cameroun sont nombreux. Est-ce la preuve qu'ils fuient un pays qui est mal gouverné? Merci M. Hapi pour cette interrogation, pour répondre un peu à Jacques Bertrand Mang tout à l'heure qui indiquait que les gens partent parce que vraiment en matière de gouvernance au Cameroun c'est nul, il faut partir à tout prix. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à l'éminent panel. Félicitations pour ce débat nécessaire. Célébrer les élus camerounais de France ne doit pas être un simple acte de fierté, mais un levier de coopération décentralisée, un peu comme le docteur Zangal le disait tout à l'heure. Ma contribution est la suivante. La diaspora est une mine d'or d'ingénierie et d'expérience. L'enjeu est de transformer ce succès politique en France en briques et en béton pour le développement de nos communes au Cameroun. Passons de l'admiration à l'action structurelle par une solidarité agissante. Très haute considération, Célestin Mégué, juriste, administrateur de sécurité sociale. Merci pour cette contribution. Bonsoir, bien de choses à vos invités. On doit leur dire une messe. Être élu en France, c'est qu'on est bien fait et qu'on réunit tous les critères. On n'a pas besoin des lettres du comité central, monsieur Toto, planteur du côté d'Akono. Sauf que Madame Dikoumé a évoqué les calculs politiques qu'il ne faut pas ignorer. Le nombre croissant des Noirs peut avoir un rôle politique qu'il ne faut pas penser que ce n'est pas aussi une forme de pli. Bonsoir à vous Jean-Jacques Zé et aux panélistes. Très bonne thématique. C'est Philémon depuis Douala. Pour moi, la victoire n'est que française et non camerounaise, car c'est le montage français pour reconquérir l'Afrique et en particulier le Cameroun. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voyez-vous, la même diaspora qui se met en place publique brûle le drapeau, casse les ambassades. Que fait la France? C'est toujours Philémon depuis Douala. Merci Philémon de Douala. Alors Marie-Jeanne Abega est là. Bonsoir le plateau. Merci Marie-Jeanne. Très belle thématique. Nous encourageons ces élus car ils ont choisi d'être positifs et non hostiles à la nation d'origine. Il s'agit des maires
élus en France, je pense qu'ils ont plutôt consolidé le choix de leur nationalité. La célébration devrait se faire par affinité et non sur le plan national. Elle retrouve là ce que Mme Dikmo disait, car cela n'impacte en rien le quotidien des Camerounais. Mais plus loin, cela devrait questionner la double nationalité dans nos textes juridiques. Par ailleurs, nous attendons aussi que ces Camerounais soient élus maires dans d'autres pays d'Europe. Ce scénario cache certainement quelque chose. Marie-Jeanne Abega, enseignante et femme politique bien connue, merci d'être avec nous ce soir. Alors, notre Saint Jean-Jacques, ah bon, c'est pas aujourd'hui en tout cas, et bonsoir à ton panel, ceci est mon humble avis. Si vous voyez un être humain normal faire des débats pour négocier sa nationalité pour quelque motif que ce soit, il faut faire très attention. La nationalité, c'est comme la foi en Dieu. Ça ne se négocie pas. Même dans l'encadrement des personnes aux objectifs malicieux, peuvent accepter toutes les conditions pour infiltrer la nation afin de commettre leur forfait d'intelligence. Il nous cite justement beaucoup d'autres aspects là-dessus. Merci, c'est noté, il parle des questions d'intelligence et de choix malicieux. Voilà. Bonsoir sur le plateau, jolie thématique. La dame du parti au pouvoir dit des choses sur la diaspora alors que ce même gouvernement mente ou bien trompe ces Camerounais à travers le ministre de l'administration territoriale. C'est vraiment du foutage de gueule, je n'ai pas compris. Écrivez clairement pour qu'on puisse partager avec ceux qui nous suivent. Bonsoir le plateau. Je partage fortement le questionnement de la dame. Ceux qui sont maires en France là sont dans les villages. On attend qu'un Camerounais devienne maire à Paris. Pour la double nationalité, le Cameroun n'a pas encore des bases juridiques pour valider la double nationalité. On a le cas Michel Thierry Atongana, Hector de Mebengazol. Merci Hector pour cette contribution qui parle encore des bases juridiques pour aller à la double nationalité. Bonsoir Jean-Jacques et à tout le panel. En tant qu'enseignant, voici mon regard sur nos compatriotes élus dans l'Hexagone. Le génie n'a pas de frontières, on est d'accord. Voir un enfant de nos quartiers réussir là-bas, c'est la preuve que la maestria camerounaise est universelle. C'est une victoire de notre culture, de la résilience, célébrée sans s'aveugler. Applaudissons leur parcours, mais restons lucides. Leur succès rappelle que le talent fleurit partout où on l'arrose. Bâtir des ponts, pas des murs. Le Cameroun est aujourd'hui une idée qui dépasse nos limites géographiques. Le vrai défi, faire en sorte que demain, l'excellence n'est plus l'exil comme seule condition pour éclore. Honorons nos ambassadeurs, mais travaillons pour que le succès soit aussi possible au quartier. Aurel Mesme Bodjo, enseignant depuis Douala. Merci pour cet exposé. Pratiquement, Jean-Jacques dit aux Camerounais, mère des Blancs, que là-bas, on ne vole pas. Attention, Sanda Ibrahim, qui envoie un peu le coup. On va tourner la page. Il faut dire que c'est les Camerounais, dans tous les cas, que de temps en temps, ils fassent également rayonner le vert ou jaune, et que si ça peut nous faire profiter du fait qu'ils soient maires de ce côté-là, il faut que ce soit profitable de façon claire, même s'il y a des limites qu'il faut observer. Alors, nous avons des responsables DG et ministres qui brandissent les doubles nationalités, et jusqu'ici, ça n'a tué personne. Pierre, depuis l'avenue Kennedy, je voulais lire ce message pour sortir de là et saluer tous ceux qui nous regardent du côté de l'avenue Kennedy. Parlons des 41 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC, c'est jour de fête aujourd'hui. Il y a des meetings, des mobilisations, des marches, des chants et des danses. Les artistes sont mobilisés. Beaucoup de tentes ont été louées. Les chaises également ont été louées. Des klaxons et autres. On voit quelques images que nous propose la réalisation. C'est jour de fête. Mais la question est la 41 ans du RDPC. Est-ce que ce parti est programmé pour gagner? Il gagne pourquoi, Dr Zanga? Parce qu'il est beaucoup trop fort ou parce que l'opposition est beaucoup trop faible? Ce parti est programmé pour gagner, ce n'est pas une simple formule journalistique, c'est un fait, c'est une réalité au regard du déploiement de cette formation politique. Il faut déjà savoir que le RDPC gagne. Le RDPC n'est pas un simple parti politique qu'il faut classer avec les autres, ceux de l'opposition. Parce que je vais même me risquer de le dire, le RDPC
est une extension de l'administration publique. Parce que quand vous regardez les célébrations aujourd'hui, sur l'ensemble des 360 communes, les résidences des sous-préfets ont été mises à contribution pour ces célébrations, des édifices publics mis à contribution. Toutes les autorisations ont été données aux différents présidents de sections sur l'ensemble du territoire. Il faut même voir le contrôle, l'accès illimité même de ce parti à des ressources matérielles et même financières de l'administration publique. Il n'y a pas de Prado 4x4 à Yaoundé ce jour. Toutes les Prados sont partis en région. Toutes les Prados, il y a aussi les sections à Yaoundé. Oui. Les Prados ne sont pas partis. Bon, quelques-uns peuvent être visibles dans les différentes sections de Yaoundé. Toute l'élite politico-administrative, tous les hauts cadres, tous les hauts fonctionnaires de la République sont partis pour les célébrations de ce parti. Ça signifie que le parti contrôle non seulement les ressources matérielles de l'État, les ressources financières et même la ressource humaine. Les ressources financières de l'État? On ne va pas faire de différence entre les fonds de souveraineté et les budgets qui sont mobilisés, les carburants qui sont mis dans les Prados qui vont en région. Est-ce que vous avez vraiment fait la différence qu'il n'y a pas de bons de carburant administratif ou alors fait des bons personnels du ministre ou du secrétaire général, encore moins du directeur? Il est difficile dans ce flou-là de faire le distinguo. Est-ce qu'il est possible d'imaginer c'est le chauffeur de l'administration publique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer autrement? Si vous prenez un seul pays, là où vous avez demandé s'ils gagnent parce qu'ils sont forts ou s'ils gagnent parce que l'opposition est faible. Oui. Je vous suis en train de vous dire pourquoi ils gagnent. Je vous dis encore que je vous demande quelques petits éléments matériels. C'est le chauffeur de l'administration publique qui est mis à contribution. C'est le garde du corps du ministre qui l'accompagne au meeting dans un village ou dans une circonscription. Alors, le ministre n'est pas en mission officielle, le ministre est allé pour des célébrations dans le cadre d'une formation politique, mais son gendarme est là. Attaché au ministre. Oui, donc, il est donc attaché aux responsables politiques ou alors aux membres du gouvernement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est difficile de faire le distinguo. Passons. Le RDPC gagne aussi du fait de ce maillage territorial, de ce contrôle de proximité. Je vais même vous dire, Jean-Jacques Zé, certains événements à caractère social dans nos villages aujourd'hui ont une coloration politique. Moi, j'ai vu les représentants du RDP à des funérailles. J'ai vu les représentants du RDPC à des cérémonies de veuvage. Quand l'évêque vient... Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Pour vous dire que Jean-Jacques... Un homme politique doit pouvoir exploiter tous les espaces qui s'offrent à lui pour faire passer son message. En termes d'ancrage, oui, justement, c'est à la limite, ils ne viendront pas vraiment dans votre vie privée exploiter davantage pour essayer... Si vous ouvrez votre vie privée, il va entrer l'homme politique. Pour dire qu'il y a quand même, cette asymétrie qui est visible entre le RDPC, machine véritablement, une machine à gagner. Il y a même un contrôle qui est complètement institutionnel. Regardez les institutions en charge du management des élections et les CAM, dont la neutralité demeure un débat, demeure sujette à caution. Le Conseil constitutionnel, dont certains responsables, dont des anciens cadres du RDPC. Est-ce qu'on est vraiment sûr de la neutralité de cette instance lorsqu'elle est appelée à dire le droit en toute neutralité et en toute objectivité? Le contrôle même de l'horloge politique. C'est le RDPC qui sait quand la météo sera favorable pour organiser les municipales, quand la météo sera plus favorable pour s'engager pour les législatives. Est-ce qu'on peut y aller pour la présidentielle maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Bon, on s'appuie sur la norme. Stéphane, est-ce que se construit l'agent de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce construit-là justement qui amène l'opposition à être, j'allais dire à la limite spectatrice, cette opposition-là? Parce que tel qu'il le dit, c'est impossible de gagner quelque part face au RDPC. Pourquoi est-ce que les 41 ans du RDPC doivent être mis sur la table face à l'opposition? Les 41 ans du RDPC doivent être jugés face au peuple.
Moi, je ne fais pas une analyse. Non, c'est un choix. C'est un moi, choix je fais le éditorial. choix. Non, moi, je fais le choix. On est sur le choix éditorial qui vous a été proposé. Oui, je maintiens votre choix. Oui, je maintiens que les 41 ans ne sont pas fonction de l'opposition. Les 41 ans, si le RDPC a fait 41 ans au pouvoir, on le juge face à ses réalisations, face au peuple. Non, il doit cette longévité parce qu'il a systématiquement battu l'opposition. Nous sommes en train, il faut qu'on se comprenne. Je continue. Argumenter dans le fond, mais restons dans la thématique. Pourquoi est-ce que le gars RDPC gagne? Si vous voulez dire qu'il n'a pas de réalisation, voilà, le RDPC, moi je crois que le bilan des 41 ans, des 40 ans du RDPC, c'était l'année dernière. On a vu des défaillances, malgré tout cet armada politico-administratif. C'est-à-dire quoi? Une défaillance structurelle, au niveau même idéologique, avec une manne de la discipline du parti, qui commence dont le peuple ou les membres commencent à s'enlacer. Vous savez que pendant 40 ans au désert, le peuple a mangé tellement la manne, il n'en voulait plus. Nous constatons donc aujourd'hui que l'année dernière, le signal était très fort. Avec tout ce que nous constatons à l'intérieur, quand je parle de failles structurelles, c'est-à-dire les gens, très peu de cadres au RDPC peuvent nous donner leur idéologie. Ce qu'ils connaissent, c'est la discipline du parti. Quand tu leur dis, ils vous parlent de la discipline du parti. Alors c'est une force ou une faiblesse? Une faiblesse. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas exploitée donc par l'opposition qui a pu identifier une faiblesse? Elle a été exploitée par l'opposition qui a pu identifier la faiblesse l'année dernière. Voilà le résultat. Nous ne pouvons pas traiter cette opposition de faible aujourd'hui, puisque la dernière élection a prouvé que ce n'est plus une machine. Ou si c'est une machine, elle est grippée. Elle est même en panne. Sur le plan structurel, je commence par la question idéologique. Pourquoi? Parce que pendant 41 ans, le RDPC son idéologie n'a pas été dynamique. Même le FN en France a changé de l'intérieur pour pouvoir se positionner aujourd'hui comme étant un parti qui était stigmatisé jadis, mais aujourd'hui, à cause de ce qu'il y a eu des dynamiques à l'intérieur du FN, c'est un parti qui est respecté au niveau de l'Union européenne. Mais le RDPC, c'est resté la manne du RDPC, c'est la discipline du parti. C'est tout ce que les gens savent là-bas. Un parti ne marche pas sans discipline. Hein. Non, on n'a pas dit. Mais à côté de la discipline, il y a les deux. Et à côté de la discipline, à côté de la discipline, il y a d'abord au niveau supra l'idéologie. Oui, vous entrez parce que vous suivez l'idéologie. Oui. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, mais combien connaissent l'idéologie? Nous avons donc vu l'année dernière comment de l'intérieur, les fractures ont commencé à se manifester. Et les gens disent qu'ils ne veulent plus cette discipline du parti qui impose le plus fermé. Voilà les failles. Voilà de manière structurelle où il y a des failles. En 2018. C'est ce qu'on a dit en 2018. Non, on a même promis l'implosion du parti. Moi, je suis en 2025. C'est-à-dire les résultats parlent. Oui. Maintenant, sur le plan même opérationnel, nous n'avons plus vu cette machine qui a se levé jadis comme une vague qui vient vers le rivage. On a constaté qu'il n'y avait pas de tissu. On parle jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont partis les gadgets, où sont partis les milliards. Les gens se plaignent. Je dis c'est leur membres. Non, c'est leurs membres qui se plaignent. C'est leurs membres qui. Jadis, ils étaient que tu es chez toi. Tu n'es même pas avec. Ils toquent. Il y a le parapluie, il y a les habits, il y a le pain, il y a les montres, il y a les ordinateurs. Et aujourd'hui, mais le résultat est donc là 53%. Si le parti a changé de... Donc il ne faut pas dire ici, on ne peut pas dire, même sur le plan même de la communication, je doute fort qu'il y ait encore des gens, qui est peut-être actuellement 10 communicants du RDPC comme cette dame que nous avons devant nous. Vous voulez parler du nombre ou de la qualité? La qualité de la communication, c'est de ça que je parle. Pendant la campagne, nous n'avons pas vu cette niaque-là qu'on a souvent vu. Ils ont été battus sur les plateaux par des opposants. Il ne faut donc pas dire aujourd'hui que 41 ans programmé pour gagner pour perdre. Parce que nous sommes là. Moi, je dirais qu'ils ont été obligés de proroger les élections, sachant que la vague qui s'est levée du côté de l'opposition allait les avaler. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui, on ne sait même pas, on nous a dit, on a remis ça, on parle du 20 décembre, je ne sais pas trop exactement comment. Il faut dire une chose qui est claire. Le RDPC actuellement n'est plus programmé à gagner. Il a des problèmes.
il doit d'abord se réinventer. Vous savez, je vais vous dire, celui qui n'utilise pas les nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux malheurs. Et je le dis, celui qui n'utilise pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux. Le RDPC n'utilise pas les nouveaux remèdes, il ne se réinvente pas, il n'innove pas. C'est les mêmes choses, les mêmes dogmes qui continuent depuis 41 ans. D'accord. Et on a le résultat c'était l'année dernière. Donc on ne peut juger le RDPC. Donc c'est une machine qui est désormais grippée. Elle est même handicapée. Qui s'affaiblit, qui est handicapée. Elle est handicapée. Et M. Cyprien Olinga, 41 ans plus tard, ça fait 4 décennies quand même. Le RDPC n'a peut-être pas toujours 60 ou 80%, mais reste toujours devant. C'est quoi le secret? Très fort, ou l'opposition semble être résignée? De quelle opposition vous parlez? Moi, j'ai appartenu à une opposition, les forces du changement, qui ont démontré leur capacité le 12 octobre. Et derrière Issa Chiroma. Et vous avez vu ce qui a été fait par le peuple camerounais souverain. Donc, j'estime que les institutions se sont prononcées. On dit que le président actuel a eu 53% et que notre dynamique a eu 35%. Mais notre peuple, le peuple camerounais, qui a été au four et au moulin, que nous avons mobilisé, que nous avons demandé de surveiller les élections, connaît quels étaient les résultats. Et de ce point de vue, moi, je ne peux pas penser que le RDPC gagne parce qu'il est trop fort. D'ailleurs, le RDPC n'a jamais été fort. C'est l'administration, effectivement, comme on l'a dit tantôt. Je trouve même que le RDPC est extrêmement faible. Le RDPC, franchement, avec tous les fonctionnaires, avec toute la logistique de l'administration, on vous a dit, et ça s'observe, aujourd'hui c'était la paralysie totale dans tous les services administratifs. Tous les ministres étaient dans leur village, voyez-vous. Et ils n'étaient pas là-bas avec leurs véhicules personnels, ils étaient avec des véhicules de fonction, des bons de carburant qui sont financés par le budget de l'État. Ils étaient là-bas avec les chauffeurs, leurs chauffeurs qui les conduisent au bureau chaque matin. Mais ils les ont conduits aujourd'hui pour le village et pour le compte du RDPC. Et ce n'est pas le RDPC qui paye ces chauffeurs-là. Donc vous voyez, quand vous avez et le trésor public avec vous, et l'administration avec vous, et toute la logistique, et qu'à la limite, on voit ce qu'on a pu voir le 12 octobre, où les Camerounais se sont levés pour vomir totalement cette affaire-là. Mais on ne peut pas penser aujourd'hui que le RDPC est fort. Le RDPC n'est pas du tout fort. Et d'ailleurs, madame est très bien habillée là, avec une écharpe très... Oui, c'est pas un secret. Mais tout le monde sait aussi que cette écharpe-là a été confectionnée quelque part sur la base des fonds qui ne sont pas forcément les fonds de son parti. Bon, qui ne sont pas forcément. Vous n'avez pas d'informations. Et que le trésor public souffre. Nous parlions tout à l'heure, quand j'ai évoqué un peu la prédation. Je pense qu'il ne faut pas juger, et je suis d'accord dans une certaine mesure également, même si nous restons dans la thématique, mais nous pensons aussi que lorsqu'on célèbre 41 ans d'un parti qui a dirigé le pays, ce n'est pas par rapport à l'opposition qu'il faut évaluer. C'est par rapport... Vous avez eu l'occasion d'évaluer avec les élections. Oui, et ne nous ramenez pas aux élections, voilà. Parce que tous les Camerounais savent que les résultats des élections, même si les résultats qui ont été proclamés ont dit autre chose, les Camerounais le savent. Donc moi je dis, ne nous ramenez pas là-bas. Les Camerounais savent ce qui s'est passé. D'accord, c'est voilà l'occasion d'évaluer. Maintenant, nous disons que l'opposition ne gagne pas. Est-ce que le problème c'est l'opposition? Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'opposition. C'est donc quoi le problème? Le RDPC a 41 ans. Est-ce que l'opposition a 41 ans d'existence au Cameroun? L'opposition est plus vieille aussi que le RDPC. Non, attendez. Si on prend si nous revenons en 1990, oui. Le retour au multipartisme, est-ce que ça fait 41 ans? Ça veut dire que le RDPC précède même le retour au multipartisme.
Donc il ne faut pas évaluer les 41 ans du RDPC par rapport au multipartisme qui lui arrive en 90. En 85. Le arrive en 90. En 90. 5 ans plus tard. Voilà. Je ne vois pas la grosse différence. Je commence à vous soupçonner de je vois la grosse différence du RDPC parce que si vous ne voyez pas la grosse différence. Là, n'est pas un différence, problème. On est arithmétique. Là, c'est de l'arithmétique. et l'arithmétique voudrait dire que c'est sur le terrain politique entre 85, la date de création du RDPC, et 90, le retour au multipartisme. il y a 5 ans de différence, n'est-ce pas? 90. Vous voulez La problématique l'attendre. reste la même. La problématique reste la même. Depuis 90 donc. Pourquoi est-ce que l'opposition ne gagne pas? L'opposition ne gagne pas, on vous l'a dit, parce que le RDPC truque les élections, parce que le RDPC se sert des ressources de l'État, ressources matérielles, financières et humaines. L'opposition ne gagne pas parce que le RDPC s'est arrangé à nommer des gens, ceux-là qui organisent les élections, et ils ont décidé de ne pas organiser les élections et les perdre. D'accord. Donc voilà, c'est des vérités de la palisse. D'accord. Mais malgré tout cela, quand même, les Camerounais ont démontré dernièrement que, franchement, ils contrôlent actuellement on a bien compris. On parlait des élections qui sont truquées. Ils sont truqués, ça c'est clair. Étatique, les moyens de l'État et autres. Je rappelle que le discours n'est pas nouveau. On va parler de l'opposition tout à l'heure. Est-ce qu'elle-même, elle est organisée pour affronter le RDPC? Je lis rapidement ce message avant de donner la parole à Mme Dikoumé. Vraiment, bonsoir Gigi. Dis à ton panéliste Stéphane qu'il soit un peu modeste lorsqu'il déclare que les résidences de tous les sous-préfets sont mises à contribution. Vraiment, qu'il fasse attention. J'en suis une autorité. C'est un sous-préfet qui envoie derrière le message, vous voyez. Et je peux vous dire que présentement, je suis chez moi, je travaille, je prépare une réunion administrative. Dire que tous les sous-préfets, vraiment, lorsqu'on n'a pas toutes les informations, il faut éviter de généraliser. Merci, chef de terre, pour cette contribution. Florent Dikoumé a écouté les uns et les autres qui semblent dire que votre parti, le RDPC, ne gagne pas par la force militante, utilise les moyens de l'État, même la tricherie, pour arriver à ces résultats. Avant de répondre, je tiens à vous dire que M. Cyprien Olinga est dans son rôle d'opposant. Il y a exactement 5 ans, lui et moi nous sommes retrouvés quelque part. Je lui ai dit, M. Olinga, je vous vois vous battre tous les jours, mais je vous donnerai un conseil. Regagner la majorité présidentielle. Et je vais nous vous aider dans la démarche. Non, je ne peux pas. Bref, il est resté très incisif. Et je n'ai pas hésité à réaliser que c'était véritablement un opposant pur et dur. Donc tout ce qu'il fait là relève de son ADN politique et je ne lui en veux pas. C'est un vieil ami. Je ne souhaiterais pas qu'on s'attarde, n'est-ce pas, sur les écarts conjoncturels du parti pour en faire des théorèmes. Non, le RDPC, c'est un parti déjà majoritaire. Le RDPC balise l'étendue du territoire national. Le RDPC a une force de mobilisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le RDPC est interpellé, vous les voyez. Il est dit dans les 4 coins du Cameroun. Le RDPC, même comme certains veulent souvent nous jeter la pierre en estimant que c'est un parti-État, c'est une méconnaissance du parti. Je tiens à vous rappeler que dans notre structure, nous avons ce qu'on appelle les opérateurs économiques du RDPC. Ces opérateurs économiques soutiennent le parti. Indépendamment de ça, lorsque vous devenez membre du RDPC, c'est aussi eux qui gagnent les marchés. Permettez, peu importe s'ils gagnent les marchés, mais ne voulez pas. C'est à eux qu'on donne tous les marchés. Lorsque vous devenez militant du RDPC, vous avez face à vous 2 cartes. Il y a une carte d'adhésion, une carte de cotisation. Tout militant du RDPC est astreint à des cotisations. Et je tiens aussi à vous dire que j'ai beau être au comité central du RDPC, j'ai ma base politique chez moi. À chaque fois qu'il y a des échéances, tout est l'élite de chez moi. Et ça se passe comme ça partout ailleurs. Vous êtes interpellés par les présidents de section, par les maires de communes qui vous demandent, n'est-ce pas, votre contribution. Au moment où je vous parle, il y a chez moi une manifestation monstre du RDPC. Et je tiens déjà à vous rappeler, ce n'est pas une façon de mettre des fleurs, que toutes les élites ont eu à appuyer le parti dans ce qui se fait. Les élites, c'est-à-dire les fonctionnaires. Avec leur voiture. Avec leur voiture. Ils sont même expatriés, ils sont tout ce que vous voulez. Ce sont des enfants du terroir. Les directeurs. Oui, partout ça se passe comme ça. Même si vous n'êtes même pas du RDPC. N'empêche que, à cause de vos affinités avec le président de section qui vous interpelle, hein, et que vous fassiez le geste qui sauve. Donc c'est pour vous dire que le RDPC n'est pas là pour mettre la main à la caisse. Il nous souvient que nous avons des prisonniers politiques dans le début des années 2000 ici, qu'on a eu épinglés, parce qu'il y avait quoi? Des détournements des deniers publics. Ils avaient justifié cela par le fonctionnement en interne du parti. On leur a demandé s'ils avaient reçu une note venant du président national
qui stipulait qu'il fallait prendre l'argent de l'État pour gérer le parti. On a des gens qui ont fait la Et Joseph Charles Ndouba, secrétaire général à l'époque, avait clairement répondu qu'il n'y a pas une instruction du parti vous demandant d'aller chercher pour financer les activités. Ils ont payé le prix. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a des fonctionnaires, parce que je n'en connais pas, qui se servent des fonds de l'État pour gérer, n'est-ce pas, les missions de l'État, ça veut dire que quelque part après, ils remboursent cet argent. Parce que quand même, lorsqu'on vous alloue un budget, il y a une certaine traçabilité. Et lorsque, à la fin des exercices budgétaires, vous avez un trou, vous expliquez que l'argent allait où. Lorsqu'on vous attribue un carburant, mais le carburant, vous savez que c'est pour vos missions. Si vous décidez de prendre votre carburant alloué à vos missions pour aller au meeting, retenez que le reste de vos meetings, vous payerez de votre poche. Cela va de soi. Donc, c'est une mauvaise approche du RDPC quand on est à l'extérieur, on ne le connaît pas. Donc, on peut pas être du mauvais côté de la barrière et croire maîtriser ce qui se passe en termes, n'est-ce pas, de budget. Le RDPC a un budget conséquent. On dit que le RDPC est tricheur. Et c'est pour vous dire, cette écharpe, je n'ai pas l'habitude de me justifier, c'est moi personnellement qui avais reçu la charge d'aller les confectionner au quartier. Et il y a eu une main levée à la commission de communication du RDPC. Du plus grand jusqu'au plus petit. Quand je dis au quartier, c'est chez les infographes. Chez l'opérateur, voilà. on se comprend. C'est moi personnellement qui suis allé le faire chez un natif de la Léquier. Même pas un gars Sawa ou un gars Maka ou sur un mariage. Il y a des débrouillards maintenant, chaque fois qu'il y a un meeting, ils en confectionnent eux-mêmes, ils viennent vendre chapeaux et autres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui le font chaque fois, ils viennent chercher des marchés à l'approche des échéances. Est-ce qu'il n'y a pas de chapeau, est-ce qu'il n'y a pas de ceci? Chaque commission se doit, n'est-ce pas, de se doter de ces écharpes. Cela ne vient pas du fonds commun. Alors, il y a quelqu'un qui a soulevé le problème des gadgets qui ont disparu. Je voudrais vous dire qu'aucune société humaine n'est parfaite. Nous avons dans le RDPC, et ça tenez-le vous pour dire, des militants qui sont passés par la fenêtre pour se retrouver dans le parti. Lorsque vous parliez tantôt des gens qui ne maîtrisent pas l'idéologie du parti, cela est vrai. Je ne saurais dire non. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais pensent toujours qu'une fois que celui-là a été nommé, il a l'obligation de devenir militant du RDPC. Personne ne vous oblige à devenir militant du RDPC. Il y en a même là qui sont à l'administration centrale qui ne savent même pas ce qui se passe dans leur village et qui n'approchent pas le RDPC. Madame, il se dit que lorsqu'on vous donne un poste, après on vous appelle... Non, il ne se dit... Là, il se dit... Permettez qu'elle développe. Permettez qu'elle développe. Vous ne posez pas de questions. C'est pour vous dire que ce sont des gens... Et le fait d'aborder l'écharpe du RDPC ou le pan du RDPC ne fait pas de vous un militant. Il faut déjà le savoir. Et c'est pourquoi, généralement, lorsque vous réalisez que vous êtes arrivé au parti, vous entrez dans un activisme alors que personne ne vous y a envoyé, et puis vous projetez à devenir député chez vous, vous voulez être maire, vous réalisez que ça ne marche pas, vous devenez opposant même à l'intérieur du parti, alors que vous n'avez jamais milité en tant que DPCiste. Il est temps que cette telle chose s'arrête, et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des infiltrations de bibliothécaires qui viennent avec une autre orientation qui n'a rien à voir avec l'idéologie du parti. Donc, dans chaque société humaine, il y a ce type d'individus. Alors, vous n'allez pas faire de cette minorité la panacée du parti, estimer que là-bas, voilà ce qui se passe. Donc, si vous avez rencontré ce type de militant, retenez qu'il obéit à cet ADN que je viens de vous décrire. Madame Dikoumé, Dr Zangat, vous avez tout. Vous avez Elecam, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez l'administration, vous avez tout. Oui, Elecam n'est pas sur le terrain. Je tiens à vous dire que Elecam n'est pas sur le terrain. Elecam, le Conseil constitutionnel n'est non plus sur le terrain. Nous avons eu le pire de tous les scores. Cette fois-ci, 53%, nous n'avons jamais eu ce genre de score. Oui. C'est pour vous dire que la voix appartient au peuple. L'urne est l'urne du peuple. Et l'ECAM ne peut rien si les militants ont décidé que cette fois-ci, nous votons tel parti, ou cette fois, c'est M. Lingako, nous voulons porter, n'est-ce pas, au perchoir. Et l'ECAM ne fera rien. Les résultats qui arriveront chez l'ECAM, mettons en minorité le parti, quels que soient les tripatouages qu'on peut faire. Je dis, si on a voté massivement pour l'opposition, l'opposition passera. Et cette fois-ci, nous avons perdu l'envol. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire parce que justement, nos propres militants étaient mécontents. Moi, j'ai parcouru l'étendue du territoire national en termes de conférences de section. Oui. Les plaintes et les jérémiades étaient plurielles. Je suis revenu constamment, j'ai fait mon rapport, j'ai déposé au niveau de ma hiérarchie pour leur dire, faisons attention. Parce que ce qui se passe sur le terrain là n'est pas du tout reluisant. Faisons attention. Bon, avons-nous fait attention ou non, je ne sais pas, toujours est-il que vous avez vu ce que nous avons risqué. Ce résultat de 53% est une réalité. Il y a eu mécontentement. Et je crois même que si nous n'avons pas réussi, nous les militants en interne,
à rattraper, c'est-à-dire que juste avant les élections, parce que nous avons fait un travail de terrain de mettre. Vous n'avez pas vu les communicants sur les plateaux. Oui. Ils étaient tous sur le terrain. Nous étions sur le terrain. Les plus pertinents étaient sur le terrain. Nous étions sur le terrain parce que... C'est là-bas que ça se jouait. Pas sur les plateaux. Pas sur les plateaux. Pas sur les plateaux. J'étais fatigué de ce sur le terrain. Ce n'était même plus au niveau du pagne. Non, c'était il y a passé, nous étions noyés au niveau du pagne. Donc il fallait rassembler nos troupes. Oui. Faire le travail de maître qu'il fallait, c'était du porte-à-porte. Oui. Faire comprendre aux gens que ce n'est pas ça. Nous aurions été de renverser la vapeur et je crois que nous avons réussi à le faire. Sinon, même ces 53% ne vont pas. Donc, cessez d'accuser les CAM ou le Conseil constitutionnel. Ils vous ont donné les résultats qui étaient réels. Je vous assure, si nous n'avons pas été sur le terrain, ça aurait été autre chose. D'accord. Il y a ce que l'honorable Cabral a développé en parlant d'impuissance acquise. Qui suit un peu votre discours, avec un discours défaitiste à la base. Pourtant, lorsqu'on voit le chiffre de l'opposition cumulé, elle est pratiquement à 47-48%. Si on prend les 35% de Issa Tiroma, on ajoute les 2, les 3 et ainsi de suite qu'on a enregistré, ça fait quand même plus de 40%. Est-ce que ce n'est pas là quelque chose de fort qui montre justement que le parti n'est pas un insubmersible, que le RDPC? Oui, le RDPC... Et qu'on a enregistré seulement les gens qui vont dire la même chose, ils ont la machine étatique, ils ont les moyens de l'État. Celui qui a les moyens de l'État a 53% et a une opposition qui a plus de 40%, il faut quand même lire cela différemment. Vous savez que dans l'ingénierie qui consiste à rentrer massivement dans la fraude électorale, il faut aussi être astucieux et il faut être stratège. Il est un bon voleur, quand il arrive devant la caisse, il dit non, de ces 2 millions. Dans ce voleur-là a spécialement changé. Il part de 70% et puis il laisser 1,6 million, ce serait trop flagrant. Si je vais à 1,8 million, je ne peux pas le faire seulement. Moi, je fais ce qu'on construit dans la tête de l'opposition. Je ne peux pas seulement construire l'impossible victoire dans la tête de l'opposition. Non, la victoire, Jean-Jacques, j'ai énuméré tous les éléments tout à l'heure de mon argumentaire pour vous dire que la victoire est possible pour l'opposition. Quand on va... Elle a même été possible. Mais la symétrie, c'est une opposition qui n'a pas toutes les ressources permettant qu'elle réalise certains scores. J'ai seulement parlé tout à l'heure du maillage territorial. Elle est d'abord financière, la première ressource. Vous êtes sûr que les campagnes électorales coûtent extrêmement cher, Jean-Jacques. Il faut parcourir les 360 pour donner des milliards à Hiram Yodi, il va gagner. C'est possible. C'est possible. Il va recruter plusieurs. Il va recruter plusieurs sympathisants et même adhérents. Avec l'argent. C'est possible. Et si tout à l'heure, on s'est plaint de ce que le score est à 53% parce qu'il y a eu un déficit dans la distribution des gadgets. Alors, si Yam Riodi peut distribuer plus de gadgets... C'est que Madame dit. Oui, c'est un avis. Elle a d'ailleurs reconnu. Ça signifie que si l'opposition... Jean-Jacques, je vais vous prendre un exemple. Une opposition qui se lève le jour de l'élection. Jean-Jacques, je vais vous donner... pas la poule du marché. Comment l'opposition veut le faire? Jean-Jacques, je vous donne un peu de chiffres. Vous êtes déjà débatteur. Je suis débatteur. Si vous savez quoi, je suis débatteur. Et là, vous vous êtes déjà dans la statue d'un bon militant du RDPC. Laissez-moi relancer. Si on est dans le débat, on est débatteur. Jean-Jacques, vous êtes dans la statue d'un bon militant du RDPC. Ils ne me feront pas. Oui, mais là, le débat commence à être déséquilibré. Jean-Jacques commence à être déséquilibré. Quand vous êtes là et que ça ne va pas contre vous, apparemment, je ne suis pas militant. Quand maintenant vous n'êtes pas servi, je deviens militant. Non, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau. Allons-y. Jean-Jacques, je vais vous donner un petit indicateur. Un petit indicateur. Aujourd'hui, ce n'est pas la campagne électorale, c'est le jour de célébration du 41e anniversaire. Ils ne vont pas me faire le reproche de donner ce chiffre ici. Dans la section qui est la mienne, mon village se trouve dans une section. Je ne suis pas forcément militant. C'est l'océan Nord-Est Vungue, arrondissement de Vungue. Les chiffres des cotisations, élite politico-administrative et quelques hommes d'affaires, et l'autorité traditionnelle, 3 500 000 francs. Pour Vungue. Seulement pour Vungue, pour l'arrondissement de Vungue. C'est 45 villages. Oui. Les militants viendront des 45 villages pour le meeting en Vungue Centre. Que les sous-préfets ne me fassent pas de reproches, parce que le sous-préfet, c'est le représentant du ministère de l'administration territoriale, qui est l'autorité des partis politiques.
c'est pas mauvais si le président de section va dire bonjour au sous-préfet normal, à sa résidence. Il ne va pas le refouler. On souhaite simplement que ce soit le cas pour le PCRN. Les résidences sont utilisées. C'est différent. Oui. Peut-être que je peux modifier. Peut-être que je peux modifier à ce niveau. On souhaite aussi que ce soit le cas pour le SDF quand ils vont célébrer leur énième anniversaire. Que la même autorité administrative qui est l'autorité de toutes les formations politiques les reçoivent. Que le président Aimé Cyprien Olinga soit aussi reçu à la résidence du sous-préfet parce qu'il est le sous-préfet de toutes les formations politiques. C'est dans ce sens. Le sous-préfet va le recevoir. Justement. Alors, 3 millions, presque 4 millions mobilisés pour recevoir tous les militants des 45 villages que compte notre arrondissement pour plus d'une trentaine de sous-sections. Pour vous donner le caractère onéreux de la mobilisation politique. Il y a des partis qui n'ont même pas pu avoir 3,5 millions pour couvrir l'ensemble d'un département pendant les élections présidentielles. Ça démontre donc que la faiblesse des moyens financiers ne peut pas permettre de faire la politique. L'idéologie seule ne suffit pas. Il faut la diffuser. Il faut descendre sur le terrain. Il faut faire du porte-à-porte, comme le dit Mme Dikoumé. Maintenant, si vous n'avez pas dans vos rangs des militants capables de mettre la main à la poche, des hommes d'affaires ou des hommes d'affaires de renom, il sera, Jean-Jacques, vraiment, ne nous leurrons pas, cette opposition fait beaucoup, il sera difficile, véritablement. Je vous prends un exemple, il faut déjà réunir de potentiels candidats pour les communes. Nous en avons 360 sur l'ensemble du territoire. Allez pas 360, allez là où vous pouvez gérer. Alors le RDPC à lui tout seul présentera les candidats dans au moins 200. Avant même le début de l'élection, le RDPC aura déjà 200 communes. La bataille se fera sur au moins 150 avec l'ensemble de l'opposition. Donc pour vous dire que ce gap au niveau des moyens financiers, matériels et même humains, nous sommes même dans des environnements, Jean-Jacques, où quand vous venez avec un véhicule qui n'est pas 4x4, vous n'avez pas l'estime des villageois. On a vu les opposants venir en moto, dans des transports en commun à la limite. Déjà, quand on sait que la politique aussi, c'est l'image, c'est le potentiel qu'on vend. Vous construisez. Et ce que vous c'est la réalité. C'est la réalité, Madame Dikoumé. D'accord. C'est la réalité, Madame parenthèse. Oui. Jean de Dieu, une parenthèse. Je veux dire simplement que ça, c'était l'image il y a 15 ans. Je vous dis, la campagne qui a été battue par l'opposition l'année dernière, c'était une campagne excellente et professionnelle. C'est parti. Si l'opposition avait eu des moyens, je vous coupe pas, s'il vous plaît. L'opposition aurait remporté cette élection. Puisque l'opposition n'est pas arrivée chez moi. L'opposition est, écoutez un peu, de manière officielle. Le président, officiellement, nous sommes à 40. L'opposition à 47%. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et vous croyez que c'est une opposition qui manque de moyens? Non. L'opposition n'est pas un parti politique. Non, dites que l'opposition, dites que la coalition... Ça soulève le problème de l'organisation de l'opposition. Si vous avez en face de vous une machine aussi forte, il faut vous organiser. Et je dis, on ne peut plus, quand vous regardez le PCRN, vous regardez le MRC, vous regardez IOD, vous regardez... Écoutez, il y a un souci sérieux. La plupart des partis jurent d'avoir au moins un conseiller. C'est la crainte du RDPC. C'est là le défi. Ils vont challenger dans les villages. Et ce n'est plus une question d'avoir la humeur ou non. Les gens vont en moto, ils battent campagne. Comment se rendre Parce que le peuple a soif de changement. Les gens croient en la décentralisation. Ils croient qu'au niveau de leur commune, les choses peuvent changer à partir de la base. C'est pour cela que le RDPC a peur. Et madame venait de le démontrer qu'ils sont sentis en eux la frayeur d'une opposition qui s'est organisée et ils ont quitté les plateaux de télévision pour aller sur le terrain. Pourquoi? Parce que en face, ils ont reconnu enfin qu'il y a une opposition. Et je peux le dire, chaque petit parti, ils cherchent 5 millions parce qu'ils veulent avoir un conseiller. Pourquoi? Parce que les citoyens et même les opposants se sont rendus compte qu'un parti politique qui a un seul conseiller vaut un président de la République. Et c'est ce diagnostic qu'il faut faire. Ce n'est plus une question. Quand vous regardez... Sérieux, vaut un candidat à la présidence de la République. Un candidat potentiellement président de la République. Écoutez, vaut un chef d'État. Je dis,
un parti politique qui a un conseiller vaut un chef d'État. Ce n'est pas un candidat. Parce que quand on est déjà candidat, il est possible qu'il y ait des mécanismes qu'on se retrouve chef d'État. Les mécanismes. Oui. Moi, je dis tout simplement que cette opposition est dépassée. Il faut croire en cette opposition qui, aujourd'hui, a pu ramener l'électorat presque à la moitié. Et c'est cette opposition qui va vers les législatives. Et c'est en elle qu'il faut croire. C'est elle qu'il faut dire aux jeunes, oui, quand vous viendrez donner 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs, c'est pour que votre conseiller aille défendre votre voix au niveau de la commune. Ça dit que les questions de moyens ne sont-elles pas une fuite en avant lorsqu'on a des forces comme Maurice Kamto, Issa Chiroma, Bakari, Cabral, Libi et les autres. Et s'il y a une organisation forte, parce que ces gens ont les moyens aussi. Hein. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Est-ce que ce n'est pas le discours de la division de l'opposition ou de l'impuissance acquise qu'on ne peut rien qui, malheureusement, facilite les choses au RDPC sur le terrain? Vous savez pourquoi celui qui parle de l'impuissance acquise tient absolument à rentrer dans le gouvernement? Je ne sais pas s'il tient à rentrer dans le gouvernement. Restons dans ce qu'il a dit. Parce qu'il veut absolument avoir autour de lui un capital financier, humain et matériel lui permettant de se déployer sur le terrain. Là, vous l'avez détaché. Regardez les résultats. Moi, je parle d'une organisation. Regardez les résultats sur le terrain des élections locales des responsables politiques du Grand Nord qui sont membres du gouvernement, notamment l'ANDP, l'UNDP et le FSNC de Issa Chiroma Bakari. Ils ont qui a souvent perdu. Issa Chiroma a souvent perdu les élections locales. Oui, avec la logistique. Dans certaines circonscriptions oui, qui sont acquises au RDP. Justement, le RDP s'occupe aussi le terrain. Même si vous avez des moyens, vous irez dans les challenger dans leur fief géographique respectif. Ça ne va pas être une bataille, ça va pas être évident. La prochaine élection, c'est les élections locales. Les élections locales. Est-ce que si on revient avec le discours des moyens, alors qu'il y a des espaces à occuper qui ne demandent forcément pas les moyens, tels que Jean-Jacques, nous reviendrons ici tout à l'heure. Nous reviendrons ici au soir de la fin du dépôt des candidatures. Vous allez certainement réaliser une émission spéciale. Même si nous ne sommes pas directement invités, à partir de la maison, nous suivrons le programme. Vous verrez dans combien de circonscriptions l'opposition, qui tient tant absolument à avoir des candidats, a pu se présenter. Docteur, j'aurais voulu que vous soyez stratégique. Ne demandez pas à l'opposition de chercher 360 communes. Parce que la commune est déjà moteur de changement. Si vous allez à 360 communes, vous ne réussissez pas. Mais s'il y a une opposition, même dans un seul village, Jean-Jacques, revenons sur je termine par là. Oui. Revenons sur la définition d'un parti politique. Dans la définition d'un parti politique, la raison d'être d'un parti politique, il y a la dimension maillage territorial. Il y a la dimension ancrage, implantation sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai peur que ce ne soit pas... Si on reste sur les définitions académiques... Si on reste dans la définition académique, le seul parti politique au Cameroun, c'est le RDPC. Si on reste dans la définition académique... C'est le seul... Bon, vous allez si nous sortons donc de la définition académique de sciences politiques, de quoi parlons-nous? Le maillage territorial peut être communal, peut être une circonscription. Internationaliste, politologue également. Le maillage territorial n'est pas obligé d'être national. C'est aussi ça, non? Oui, il est local. Maintenant, sur les élections locales, sur 360, nous couvrons à peine une centaine. Il faut y aller gagner la centaine, là. Madame Dikoumé. Qui n'est même pas acquise pour vous, puisque le RDPC également est présent. Moi, je pense que Madame Dikoumé, la question des moyens, on va l'aborder avec... tout à l'heure, non. J'aime pas rêver. La question des moyens n'est-elle pas un frein à la conquête des suffrages? Si on la brandit sur les plateaux, comme on la brandit. Je vais être assez cru avec mes vis-à-vis. Je dois leur dire que lorsqu'on est pauvre, on ne fait pas de politique. La politique, c'est une affaire... N'y allez pas. Oui, n'y allez même pas. La politique, c'est une affaire de moyens. Les réformes au Gabon vont dans ce sens-là. Voilà. Créer un parti politique, c'est justifier d'abord d'un capital disponible. Tout à fait. Donc, beaucoup arrivent là comme en aventure. Ils viennent là comme s'ils venaient se promener. D'autres ont pris la vilaine habitude de faire ce qu'on appelle chez nous le yango. Ils arrivent, ils sont candidats, une fois que les moyens leur sont donnés, maintenant, bon, ils ne se présentent pas, on cherche qui challenger, qui va encore verser de l'argent. Alors tout cet argent qu'on leur donne va où? Par ailleurs, il y a aussi autre chose que vous ignorez. Les opposants de chez nous savent se balader dans la nuit. Ils font le tour des chancelleries, où souvent ils sont grassement payés.
Mais ils viennent toujours faire les petits pauvres. Quelqu'un arrive, il est maigre comme un clou. Et 6 mois après, il a des jours, il a un ventre de donnant. Vous pensez que ce sont les moyens qu'ils ont en fait, vous convenez avec moi. Nous avons des exemples. Par ailleurs, maintenant, on a un autre problème avec l'opposition chez nous. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à influencer la scène politique. Vous voulez simplement maîtriser le sérail. Ce n'est pas possible. Commencez par influencer. Il y a un petit parti pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ce parti implanté à l'ouest du Cameroun et qui s'est souvent challengé le RDPC. Il a beau être un parti départemental, mais c'est un parti qui a des moyens. C'est un parti qui sait chercher, créer la ressource. Ce parti-là, j'ai regardé avec admiration une fois où ils se sont lancés carrément dans la culture de la caféiculture. Ah, il faut le citer. Hein. Voilà, c'est l'UDC. Oui. Et l'UDC de la caféiculture fait dans plein d'activités génératrices de revenus. Les militants de l'UDC n'ont pas faim. Vous devez donc parler, les trouver maintenant, leur dire, regardez les rangs du RDPC, ils ne viendront pas. Encore que c'est tout le monde qui est gras au RDPC, je ne pense pas. C'est donc pour vous dire que quand vous voulez faire la politique, assurez-vous déjà que vous avez vos moyens. Quand vous voyez la présidente parler haut et fort, tenir la dragée haute, dire ceci avec véhémence, elle va même jusqu'à ostraciser certaines autorités, c'est parce que justement, elle a la panse pleine. Pas parce qu'on lui a donné, parce qu'elle-même s'est préparée la politique, voilà, elle s'est créée. Alors c'est ce que je demande à l'opposition du Cameroun, avant de chercher à maîtriser le gouvernement, chercher d'abord à influencer la scène politique, chercher à avoir des conseillers, chercher à avoir des élus dans les deux chambres. Vous voulez seulement être président de la République. Président de la République avec une coquille vide en arrière, ce n'est pas faisable. Mais c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Quand on voit généralement les cotisations qui se font du côté de l'Hexagone pour le MRC, mais c'est pharaonique, c'est monstre. Bon, j'ai rencontré une fois le professeur Ngana. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est réel ce que vous dites souvent? Il dit, mais on a envoyé. On donne. Bon, c'est pour vous dire qu'ils donnent généralement, ils donnent, c'est énormissime. Alors vous voyez, c'est pour vous dire que quelque part, les militants, les présidents, les dirigeants, les leaders de l'opposition ne sont pas déjà eux-mêmes sérieux. L'argent ne manque pas. Et vous avez toujours vu comment ça se passe après le Yango. Il y a toujours des problèmes entre le président et le candidat, autour de la gestion des fonds de campagne. C'est chacun qui veut couvrir, c'est pour vous dire qu'il y a de l'argent. Alors si l'opposition échoue au Cameroun, ce n'est pas faute de moyens. Des moyens, ils en ont. Nous avons cette faiblesse qu'au RDP, ce sont les militants qui cotisent. Mais ailleurs, ils ont plein de sympathisants qui veulent renverser la vapeur, qui parfois viennent là de manière sporadique, le temps de financer, parce qu'ils souhaitent, n'est-ce pas, voir autre chose à la place que le RDPC. Une chance que le RDPC, lui, n'a pas. C'est clair. C'est pour vous dire que n'accusez pas le RDPC et puis Jean-Jacques, merci pour cet échange. S'il vous plaît, demandez à la représentante du RDPC si elle pense réellement qu'à l'absence du président de la République actuelle, le RDPC et son idéologie pourront survivre. Daniel, est-ce que le RDPC peut survivre au président? Si le citoyen qui pose la question a déjà lu ce qu'on appelle dans le RDPC le petit livre jaune, je crois que ça ne vaudrait plus la peine de poser cette question. Le RDPC, c'est quelque chose de franchement structuré. Le RDPC ne vit pas de façon conjoncturelle, mais c'est de façon structurelle que le RDPC a été mis en place. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que sur les 5 qui ont créé le parti, 3 sont partis, il ne reste que 2. Sur ceux qui ont créé, c'est-à-dire qu'à la veille à Bamenda, ceux qui ont créé le RDPC, 3 sont partis, il ne reste que 2 vivants, le chef de l'État et le secrétaire général du comité central actuel. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose de périn. D'accord. Après eux, une chose est certaine, cela continuera. N'attendez pas de me voir ailleurs, je serai toujours dans le RDP. Bonsoir Jean-Jacques et à tes illustres invités, M. Olinga et le monsieur à votre droite font preuve de mauvaise foi. Un parti politique ne peut pas gagner une élection présidentielle en se réveillant la veille du scrutin. Je vis à 70 km de Yaoundé et je n'ai vu aucun parti de l'opposition battre campagne ici. M. Olinga pense qu'il suffit de gagner dans un bureau de vote de Garoua ou de Douala pour gagner une élection présidentielle. À Yoko, Nkambetika, Bankim, on ne vote pas là-bas. On ne vote pas là-bas, Syriac depuis un tué, on va sortir par là. La question d'organisation, de la préparation des élections, est-ce que ce n'est pas ce qui manque aussi à l'opposition? Je voudrais dire que, et je veux me répéter, l'opposition a démontré sa capacité à s'enraciner dans la conscience populaire le 12 octobre dernier. Ce débat qui consiste à vouloir relativiser la pertinence des choix politiques
des Camerounais du 12 octobre me gêne beaucoup. L'opposition au Cameroun est très forte et elle l'a manifesté le 12 octobre. Ne nous ramenez pas dans des histoires de faiblesse de l'opposition au Cameroun est forte et très forte. Donc, on respecte votre point de vue. C'est mon point de vue et les Camerounais qui nous suivent, qui suivent leur pays, qui ont voté par exemple le 12 octobre, savent ce qui s'est passé. Ne nous ramenez pas là-bas. Alors, Madame Abeg a dit qu'il faut tourner la page. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Vous voulez que nous revenions sur le débat, l'opposition a gagné? Non, il n'y a pas de débat. Alors, il n'y a pas de débat sur l'opposition. L'opposition au Cameroun est une opposition forte et elle l'a démontré. Et elle sera forte. Les observateurs nationaux, le peuple camerounais et les observateurs internationaux qui étaient là le 12 savent ce qui s'est passé. Et nous avons tourné la page, nous souhaitons aller vers beaucoup plus de réformes, vers une transition générationnelle. Ne nous ramenez pas dans des histoires d'opposition faible. L'opposition n'est pas faible au Cameroun. D'accord, on retient cela. Merci madame, merci monsieur d'être venu à cet échange. Juste derrière nous le journal en anglais, c'est au pas de course. On se donne rendez-vous demain, 17h pour notre programme.